Salut les chimistes! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'analyse d'un spectre RMN. Si vous ne savez pas ce que c'est ou que vous ne comprenez pas, ne vous inquiétez pas. Pendant ces 5 minutes, nous allons vous expliquer en détail tout ce que vous devez savoir dessus. Pour mieux le visualiser, nous allons prendre l'exemple de l'éthanoate d'éthyle. Notre objectif est de vous montrer comment exploiter ce spectre RMN du proton pour le relier à sa molécule. Mais qu'est-ce qu'un spectre RMN et à quoi nous sert-il? Il faut savoir que lorsque l'on applique un champ magnétique à un noyau, celui-ci interagit avec ce champ et peut passer d'un niveau d'énergie à un autre. De plus, chaque noyau appartient à un environnement qui dépend de sa place dans la molécule et du milieu dans lequel il se trouve, que ce soit une solution ou un produit pur. Le déplacement de ce noyau va justement dépendre de cet environnement. Le spectre RMN va nous permettre de représenter la molécule étudiée d'une façon très précise dans un repère, ce que vous pouvez voir ici. Mais comment analyser un tel graphique? Quelles informations peut-on en tirer? Quels sont les éléments d'un spectre RMN? Peut-être vous ne voyez pas directement comment un graphique comme ça pourrait représenter une molécule. Mais ne vous inquiétez pas, tout paraîtra logique à la fin. Avant de regarder les pics et la courbe qui paraissent incompréhensibles, nous devons nous intéresser aux axes. En abscisse, vous avez le déplacement delta, mesuré en ppm, partie par million. Ce déplacement est mesuré par rapport à une référence. C'est ce que vous voyez à delta égale 0, le TMS, qui est le déplacement chimique de la particule de tétraméthylsilane. Faites attention, le 0 se trouve à droite du repère et non à l'origine. En ordonnée, vous avez l'intensité du signal en pourcents. Maintenant que nous savons dans quel repère nous nous trouvons, nous pouvons analyser les signaux et la courbe. Ces éléments vont nous aider à analyser notre molécule. Chaque signal indique un environnement. Leur localisation en abscisse nous dira dans quelle liaison se trouve notre hydrogène, et la hauteur représentée par la courbe d'intégration nous indiquera le nombre de protons équivalents, les hydrogènes situés dans un même environnement. Le nombre de pics dans un signal nous donne le nombre de protons voisins, d'atomes d'hydrogène séparés par deux carbones. Plus exactement, il y a n plus 1 pic pour n protons voisins, c'est la règle des n plus 1 uplets. Nous allons donc passer à l'analyse du spectre RMN de l'éthanoate d'éthyle. Maintenant que vous savez ce qu'est un spectre RMN, à quoi il sert et comment l'interpréter, vous pouvez passer à notre exemple. L'éthanoate d'éthyle est un ester de formule brute C4H8O2 et sa formule développée est la suivante. Nous allons analyser son spectre RMN et voir comment on peut le relier à sa structure. La première chose que vous devez faire quand vous voyez un spectre RMN, c'est regarder le nombre de signaux, et donc d'environnements dans lequel se trouvent les hydrogènes. Sur notre spectre, nous en voyons 3. Cela veut dire qu'il y a 3 environnements, ce qui nous est confirmé lorsque nous regardons la molécule. Maintenant que l'on sait combien d'environnements il y a dans notre molécule, on peut essayer de les retrouver et analyser leur position pour nous donner une vision précise de la molécule. Sur notre spectre, on va maintenant, grâce à une table de données, pouvoir relier la localisation des signaux aux liaisons dans lesquelles se trouvent nos hydrogènes. On peut voir que les signaux se situent à 1,4, 2,0 et 4,1 parties par million. On retrouve ensuite ces déplacements dans une table de données. On peut voir que toutes ces liaisons sont bien présentes dans notre molécule. Quand on connaît les liaisons et le nombre d'environnements, il nous reste encore 2 choses à analyser. Le nombre de pics et la taille de signaux. La taille des signaux nous permet de savoir le nombre de protons équivalents dans notre molécule. Pour cela, vous devez comparer la taille des signaux sur votre courbe d'intégration. En les mesurant à la règle, vous allez trouver la même taille pour les signaux 1 et 2 et une taille de 2/3 au troisième signal. On peut donc en déduire que les environnements comportent respectivement 3, 3 et 2 protons équivalents, ce que l'on voit dans notre molécule. Il nous reste à vérifier une dernière chose, le nombre de pics dans chaque signal. Cela nous donnera le nombre de protons voisins grâce à la règle des n plus 1 uplets. Cette règle est très facile à apprendre. Elle dit qu'il y a tant de protons voisins que de pics dans chaque signal, moins 1. Dans le premier signal, on a 3 pics, donc 2 protons voisins. Dans le deuxième, on a un signal, donc 0 protons voisins. Et dans le dernier, il y a 4 pics, donc 3 protons voisins. Et enfin, nous achèverons cette vidéo avec un rapide bilan, ce qu'il faut retenir. Bien sûr que vous ne devez pas apprendre le spectre de chaque molécule par cœur, on vous demande seulement d'être capable d'analyser un spectre RMN pour pouvoir le relier à sa molécule organique et inversement. Il y a plusieurs éléments que vous devez absolument retenir de cette vidéo. En spectroscopie RMN, un environnement est un milieu dans lequel se trouvent des hydrogènes. Le nombre d'environnements est indiqué par le nombre de signaux. Les protons équivalents sont des noyaux d'hydrogène qui se trouvent dans le même environnement sur un spectre RMN. Ils sont indiqués par la taille des signaux dans la courbe d'intégration. Les protons voisins sont des molécules d'hydrogène reliées entre elles par 2 carbones. Le nombre de pics dans chaque massif nous indique le nombre de ces protons voisins. Il y a n plus 1 pic pour n protons voisins.
C'est la règle des n+1 uplet. Merci d'avoir vu cette vidéo. Faites bon usage des notions que nous vous avons transmises.